21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir immense de vous retrouver pour une autre saga de votre tribune panafricaine sur Info TV Ouro Africa. 1h30 d'échanges, de réflexions, de coups de gueule parfois sur les différentes thématiques africaines et même panafricaines. Et ce soir, nous restons au cœur de l'actualité. Nous évoquons les suites du feuilleton sénégalais avec cette annonce, une annonce qui abondamment fait réagir du côté de Dakar, où nous avons appris avec une légère surprise cette candidature annoncée est déjà plus ou moins actée de Ousmane Sonko, le Premier ministre et patron, grand patron de la formation politique PASTEF pour l'élection présidentielle 2029. Nous avons aussi appris que le président en poste, Bassirou Diomaye Faye, ex-secrétaire général de PASTEF, lui lançait justement son mouvement Diomaye président, et il avait justement de façon assez surprenante, encore une fois, utilise les services de Madame Aminata Touré, celle-là qui était Premier ministre à l'époque du président Macky Sall. On revient sur ce marigot politique sénégalais avec quelques détails en introduction de ce plateau de Ouro Africa. Une fois le Sénégal conquis, nous allons revenir aussi sur la diaspora camerounaise, et justement nous interroger s'il ne s'agirait pas d'un trésor oublié, alors que les chiffres nous font savoir et révèlent l'impact économique de cette diaspora-là. On a l'impression que lorsque l'on évoque différents aspects de la vie sociale, de la vie politique, elle semble plus ou moins mise à l'écart, mise de côté et parfois même oubliée. Est-ce un trésor qu'il faut tout de suite et maintenant exploiter à l'orée justement des consultations électorales qui pointent à l'horizon? On s'interroge ce soir sur le plateau de Ouro Africa. Une fois que je l'ai dit, tout de suite, je m'en vais procéder à l'exercice et de la présentation de ceux qui vont nous accompagner ce soir. Je vais commencer par ma gauche avec un acteur politique, Maître Jean-Guy Zogo. Vous êtes parmi nous, je vais vous dire bonsoir. Vous êtes le leader, le guide de l'UPA. Bonsoir Stéphane Baga, bonsoir à mes co-discutants, mes amitiés à nos millions de téléspectateurs qui nous font la faveur de nous suivre à travers le monde, et toutes mes salutations fraternelles à nos frères et sœurs qui vivent hors de nos frontières. Merci Maître. C'est vrai que la diaspora est attentive et sera très attentive à ce qui sera dit en ces lieux. Je prends ma droite proche avec lui, un acteur de la société civile. Les sciences sociales n'ont aucun secret pour lui. Docteur Jean-Dieu, vous êtes parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Barga, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Un bonsoir particulier au chief Aïvo Mwambangale et sa communauté Bomboko du côté du sud-ouest et de Douala qui nous regarde et qui nous suit en direct ce soir. Merci Jean-Dieu Evuna, un docteur pour en cacher un autre sur ce plateau. Docteur Jean-Moïse Mbok, autrefois acteur de la société civile, aujourd'hui politique, et depuis quelque temps aussi stratège en communication politique, mais habitué de Ouro Africa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir à toutes les équipes techniques, bonsoir au PDG de la famille, je l'appelle désormais la famille parce que finalement c'est quelqu'un qui nous ouvre les portes, qui nous permet de pouvoir déployer la sagesse et la grâce que Dieu a déposée en nous. Nous lui disons merci
très chaleureusement pour cela. Et à vous, merci pour cette invitation. Merci Jean-Moïse pour la présence une fois de plus renouvelée. Autre homme politique sur le plateau, Léonide Foum. Bonsoir et bienvenue. Merci Stéphane, bonsoir. C'est toujours avec gourmandise et empressement que je viens défaire à vos invitations, si je puis m'exprimer de la sorte. Je suis très heureux d'être là. Je salue vos téléspectateurs d'ici comme d'ailleurs qui certainement par millions nous suivent et j'espère simplement être à la hauteur de leurs délicates attentes. Merci Léonide. On va dire que si vous êtes là, c'est parce que l'équipe de production estime justement que vous avez l'étoffe pour être sur le plateau de Ouro Africa. Une fois que je l'ai dit, sans transition aucune et avec le concours de la réalisation, on va nous déployer du côté du Sénégal avec cette annonce. Maître Jean Guizogo, Ousmane Sonko ne fait plus du secret, il sera candidat pour la présidentielle 2029. Oui Stéphane, je dois avouer que je suis un peu embêté par ce à quoi nous assistons. Parce que la situation me donne trois angles de lecture, d'appréciation. D'abord, le rapport humain. Le pouvoir, c'est quelque chose qui ne se partage pas. Pour ceux qui l'ont déjà exercé, à moins qu'on y soit contraint ou qu'on ait les institutions aient mis en place des contre-pouvoirs, lorsque quelqu'un a le pouvoir, il est difficile qu'il le partage. Et forcément, il fallait s'attendre à ce que Bassirou Diomaye Faye, qui, je peux dire, à la volée comme ça, sur le tard, se retrouve candidat à la présidentielle, bénéficie de l'aura de son mentor et est élu, et surtout parce que les Sénégalais voulaient aspirer réellement à un changement, et aujourd'hui le président de la République. Mais on a l'impression que la pilule ne passe pas, c'est Ousmane Sonko, qui est aujourd'hui Premier ministre, et qui ne veut pas rester à sa place de Premier ministre. Parce que moi, j'aurais pensé que après avoir donné son aval pour la candidature de son poulain, il allait l'aider à gérer le pouvoir. Mais curieusement, il ne l'aide pas. Deuxième aspect... Il ne l'aide pas? Il ne l'aide pas du Qu'est-ce tout. qu'il peut faire de mieux ou de plus que ce qu'il ne fait déjà? Deuxième aspect, le problème maintenant au niveau du rapport institutionnel. C'est peut-être en langage diplomatique que c'est fait, mais j'ai déjà vu des sorties où le président du Sénégal essaye de ramener son Premier ministre à l'ordre, qui parfois, dans des prises de parole, outrepasse ses prérogatives. Ce n'est pas bon parce que, même si c'est votre mentor, même si vous êtes le mentor de quelqu'un, s'il est devenu le président de la République et que vous êtes le Premier ministre, vous devez vous assurer de ce que, ne serait-ce que pour l'image du pays, vous mainteniez un aspect hiérarchique dans les rapports et les rapports que vous établissez et dans la tenue. Mais ce qui m'embête le plus ici, c'est le fait que aujourd'hui, à peine élu, Bassirou Diomaye Faye est obligé, au lieu de gouverner, de chercher à s'imposer, à démontrer qu'il est le président et qu'il peut encore l'être pour un autre mandat. Oui. Pendant ce temps, son Premier Premier ministre sera sur les starting blocks pour 2029. Très certainement, puisqu'il y a une coalition qui l'accompagne. Et maintenant, son Premier ministre, au lieu de gouverner avec lui, passe le temps à montrer qu'en fait, le PASTEF, c'est lui, le leader, c'est lui, celui qui a la popularité et l'onction populaire, c'est lui, et il sera candidat. C'est quand même de très mauvais aloi parce que j'estime que si vous regardez très bien, leur lune de miel a duré à peine 2 ans. Et depuis 2 ans, depuis que leur lune de miel s'est étiolée, ils passent le temps à faire une sorte de guerre de tranchées. Ce qui fait que je doute fort que Diomaye Faye ait les coudées franches pour gouverner parce qu'il est obsédé par le besoin, le désir de démontrer que c'est le président. La seule chose qui peut peut-être justifier le comportement de Sonko, ce serait un dépassement de ligne idéologique. C'est-à-dire que s'il estime que son ancien secrétaire général d'hier, qui est aujourd'hui président de la République, élu Premier ministre, ne respecte pas peut-être les deals en ce qui concerne la gouvernance, la gestion du pays, là encore, on peut comprendre. Mais même jusque-là, je continue à dire que, et tout à l'heure, lorsque nous allons parler de la diaspora, vous allez comprendre pourquoi je le dis, il arrive un moment donné où les hommes d'État doivent apprendre à faire passer les intérêts de leur pays avant leurs intérêts personnels. C'est-à-dire, quelle que soit la raison, le Sénégal a un président de la République qui a un âge qui lui permet de dire qu'il y a un renouvellement de la classe politique qui a eu lieu. Il faut lui donner la possibilité de gouverner au lieu de passer son temps à chercher à s'affirmer comme président de la République. En cela, j'estime que Ousmane Sonko
a quelque part un peu péché, parce que sa popularité ne souffre de rien du tout. Oui. Il pouvait donc faire en sorte que pendant le premier mandat de Diomaye Faye, qu'il l'aide à gouverner, et qu'en tant que Premier ministre, il a une telle visibilité que je ne sais pas à quel moment il a eu l'impression d'être dans l'ombre du président. Il est plus charismatique, il est plus populaire, et il n'a pas besoin de lui mettre des bâtons, parce qu'il lui met quasiment des bâtons dans les roues. Quand on regarde les vidéos qu'il fait souvent au siège du PASTEF, c'est presque des discours présidentiels, alors que c'est lui, c'est le Premier ministre. Donc, moi, tout ce que je pourrais dire dans cette histoire, c'est que il faudrait que les gens essayent à un moment donné de faire passer l'avenir de leur pays avant leur avenir politique. Merci, Maître Zogo. Jean de Dieu Vouna, alors Sonko, lui, prend le taureau par les cornes et annonce déjà sa candidature pour 2029. Mais comment? C'est la question, c'est la grande interrogation lorsque l'on sait qu'il n'est toujours pas gracié par son poulain ou son ami. Mettez le désignatif que vous voulez, mais par le président Bassirou Diomaye Faye, et que techniquement, juridiquement, c'est impossible qu'il soit candidat et que sa candidature puisse prospérer. À quoi est-ce qu'on devrait s'attendre dans les prochains jours du côté du Sénégal? Avant de répondre à quoi on devrait s'attendre, je voudrais d'abord dire au président de l'UPA qu'il est un idéologue assumé et confirmé que je connais. Alors je ne pense pas que le président de l'UPA peut me prendre et me propulser en disant une chose. C'est pour la vision commune de l'UPA. Lorsque j'arrive aux affaires, je le connais personnellement et je ne respecte pas la vision de l'UPA. Je crois qu'il n'accepterait pas et il ferait peut-être même pire que Sonko. Pour lui dire, on ne blague pas avec les questions idéologiques et les questions de vision. Le Premier ministre Sonko a été clair. Le PASTEF a porté le Diomaye Faye à la tête par rapport à une vision commune. Il faut que ce soit très clair. Une vision commune veut dire une idéologie. Et lorsqu'on outrepasse les principes idéologiques et d'une vision politique, même sur le plan religieux, on fait la guerre à celui qui ne respecte pas. C'est vrai que sur ce plan, on pourrait s'interroger. Lorsque l'on voit bien que les promesses peinent à être assumées, on avait promis une sortie du franc CFA, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a promis une rupture avec les anciens colons, ça peine à s'affirmer. On avait promis une sortie plus ou moins évoquée de la CEDEAO. Voilà. Là-bas aussi, c'est compliqué. Mais maintenant, on coquifie ou alors on se met en alliance incestueuse avec des chefs d'État de la sous-région qui n'épousent pas et qui sont carrément dans l'idéologie néolibérale. C'est-à-dire dans la France-Afrique. Ça ne peut pas passer. En politique, ça ne passe pas. Même en religion, même dans une simple réunion du quartier, ça ne passe pas. Donc on ne peut pas trouver du génie au président Faye et trouver que c'est Ousmane Sonko qui a des problèmes de ne pas permettre à ce que Faye ne gouverne pas. Non, il s'agit d'une vision, d'une idéologie qu'on doit assumer. Il ne s'agit pas de dire que le Sénégal est un pays, non. Ils sont allés pour changer le Sénégal sous une fois que vous l'avez dit, une fois que je l'ai dit, le candidat Sonko en 2029, puisqu'il ne peut pas techniquement être... Techniquement, je vous le prouve. L'Assemblée nationale du Sénégal compte 165 députés. Oui. Le PASTEF en compte 130. Il faut que ce soit clair. Ce qu'on appelle vulgairement au Cameroun... Une majorité obèse. Obèse. Ce qui fait que l'article 29 et 30 du code électoral, c'est ça qui empêche Sonko de pouvoir passer. Mais maintenant, ce que nous apprenons, c'est que la majorité obèse entend faire une proposition de loi pour changer cela et dit dans cette proposition de loi que les affaires qui condamnent Sonko à ne pas se représenter sont encore contestées au tribunal. Ce qui veut dire qu'ils vont faire passer une loi qui dit que tant que les affaires sont encore contestées, nous avons le président de l'UPA qui est un juriste, qu'elles sont pendantes, il n'est pas possible qu'il soit coupable. Et qu'est-ce que dit la constitution sénégalaise? Elle dit que si une loi est votée à l'Assemblée nationale et qu'il n'y a pas de recours après 8 jours, elle est considérée comme promulguée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez vu le président Faye
aller faire la coalition. Il sait que Sonko sera candidat en 2029 par tous les moyens. Tout il a étudié. Il a compris que dans cette posture, soit il va faire à chaque fois, il renvoie la loi pour deuxième lecture et on insiste et on ramène la loi jusqu'à ce qu'il sera mis dos au mur. Parce qu'il ne peut pas passer éternellement 5 ans à faire revenir une loi pendant que les autres ont une majorité obèse. C'est pour cela qu'il est allé chercher des alliés au niveau de l'opposition, des anciens barons des tampons du pouvoir, par exemple la première ministre. Mais pendant ce temps, Sonko ne se laisse pas faire. Parce qu'il faut situer la chose. Sonko crée aussi des coalitions. Dernièrement, il était avec un grand mouvement, l'APE, c'est-à-dire Alliance patriotique des travailleurs et de l'éthique, quelque chose de ce genre, qui sont alliés derrière lui. Donc, moi, je ne vois pas ceux qui disent que il est impossible que Sonko soit candidat en 2029. Quelqu'un qui a une majorité obèse, il ne se bat pas pour rien. C'est une question idéologique. C'est une question de vision. Lorsque vous transgressez ma vision, je ne peux pas vous laisser. La vision du PASTEF. La vision du PASTEF, c'est-à-dire la vision d'une institution, d'une machine politique qui est sur le terrain. Je ne peux pas vous laisser passer au nom de ce que c'est le chef de l'État du Cameroun. Non, vous êtes le chef de l'État du Cameroun et vous avez été porté par une vision que vous devez incarner, que vous devez assumer. Et quand vous ne l'assumez plus, quand vous ne l'incarnez plus, on cherche par tous les moyens de trouver une manière de faire passer notre vision. Et c'est normal en politique. Merci Jean-Dieu Evouna, Jean-Moïse Mbok. Alors, du point de vue africain, la jeunesse africaine qui nous regarde semble divisée sur la question. Beaucoup s'interrogent sur cet exemple qui peut en rappeler d'autres où on a vu des amis, puisque à la base, c'est ainsi que se déploient ces deux acteurs. Une amitié qui s'est soudée par des faits de vie, par des naissances, des mariages, de la prison même pour les deux larrons aujourd'hui. Pour beaucoup aussi, on pointe des doigts accusateurs ici et là. Prenons d'abord le cas du président, ex-secrétaire général de PASTEF, le président Bassirou Diomaye Faye. De votre point de vue, sa posture actuelle, est-ce de la trahison ou alors un désir d'émancipation? Je vais plus le mettre dans le désir d'émancipation que la trahison. Alors, il faut rappeler que cette histoire a beaucoup d'acquis positifs qu'il ne faut pas éluder et ne pas s'attarder sur ce qui reste superfétatoire, parce que c'est nous qui fantasmons d'une fissure ou d'une fracture, mais qui n'est pas en réalité déjà sur la table, parce que l'un et l'autre veuillent être président, ce n'est pas normal. Si aujourd'hui, mon ami Léonide est là, si je me porte candidat, il se porte candidat, ça ne va pas changer notre amitié, que le meilleur gagne. Donc l'histoire, en fait, a une trajectoire, et l'Afrique, le 2 avril 2024, se réjouit. Le Sénégal vient de créer l'histoire. Des jeunes peuvent se coaliser, des jeunes peuvent se mettre ensemble et faire des choses grandioses jusqu'à la présidence de la République. Ça, c'est des acquis qu'il ne faut pas éluder. L'Afrique monte d'un cran par la qualité de sa jeunesse, qui n'est pas seulement intellectuelle ou intelligente, mais qui est aussi devenue politique, parce qu'on sait mener les combats et même placer la personne qu'il faut pour pouvoir passer à l'honneur de Sonko, mais aussi à l'appréciation de Faye, parce qu'on aurait pu prendre une autre personne. Pourquoi lui? Parce que justement, il remplissait les conditions pour être là. Donc, ces deux acteurs qui s'érigent au niveau, j'ai envie de dire, des acteurs principaux même de la nation sénégale, mais aussi en Afrique de l'Ouest, de par leur jeunesse. Bon, les autres sont venus comme ils sont venus, mais eux, en termes d'élection, c'est les plus jeunes, ils sont brillants, ils ont vécu. On peut rentrer dans l'histoire des deux. Oui. Donc, on ne va pas dire qu'ils ont été parachutés à cet endroit-là. Donc, en termes d'acquis, il y a des acquis, et les Africains doivent apprendre de cela. Se mettre ensemble ne devrait pas réduire l'autre. L'idéal, la vision, devrait être la chose. Mais là, vous évoquez le passé, Jean-Moïse Mbok. Nous, on est en train de se projeter avec cette candidature annoncée du Premier ministre Ousmane Sonko. Nous nous projetons pas la réalité des faits aujourd'hui semble moins idyllique que vous voulez bien la présenter. On voit des camps qui s'affirment avec des positions claires et précises. Lorsque Ousmane Sonko rappelle à tous que c'est lui le véritable patron de PASTEF, lorsque le président Diomaye lance sa coalition Diomaye président et qu'il y ajoute
c'est important de le souligner, Madame Aminatou Touré, dont on connaît l'entre-gens, dont on connaît le vécu politique en tant qu'ex-premier ministre du président Macky Sall, on peut quand même dire qu'il y a des lignes qui commencent à être franchies et que la rupture n'est pas si loin que ça. Mais alors, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut aller étape par étape. La première étape, c'est que les Africains doivent retenir qu'on peut travailler ensemble. Il ne faut pas oublier ça. Deuxième étape, c'est que dans la dynamique de la gestion du pouvoir, il peut y avoir des aléas. Il peut y avoir l'idéal, c'est qu'on sorte du CFA, c'est con. Tout ce qui a été mis sur la table, le président Faye se rend compte que ce n'est pas toujours facile de venir et d'un coup de baguette magique changer les choses. Ce n'est pas toujours évident. Maintenant, vous avez deux tempéraments en face de vous. Le président Faye qui lui est calme et posé et qui dit à Sonko, écoute, ton idée là, elle est bien, elle est bonne, mais construisons-la encore. Sonko est fougueux. Il n'est pas d'accord avec l'affaire de construisons encore. Non, c'est sa nature. C'est sa nature. Pourquoi vous Stéphane, sans voir la réalité, Dr Mbok. Nous nous connaissons tous ici sur ce plateau. Ce n'est pas un reproche. On sait qui est tempéré, on sait qui est chaud. Mais ça ne veut pas dire qu'il est méchant ou que l'autre est faible. Non, c'est des tempéraments. Sonko est chaud. Sonko est Sonko. Et on ne peut pas lui enlever ça. Il est Sonko. Et il a sa dynamique, il a sa vision, il a son projet. Parce que ne croyez pas que l'attitude de Sonko, c'est seulement par rapport à Faye. Mais il a aussi son électorat à qui il a promis des choses. Et il faut qu'il montre qu'il se bat pour ces choses-là. Voilà. Bon, ce n'est pas qu'une affaire de Sonko. C'est pour ça que je dis que ne limitons pas ça à un combat personnel. C'est à voir de manière beaucoup plus large. Dans les tractations, dans les échanges, dans les défis, l'un et l'autre se rendent compte qu'on ne parle plus le même langage. Et je veux rappeler une chose parce qu'il faut que ce soit vite dit. En 2024, la coalition Diomaye président se met sur pied. Oui. Et c'est une coalition, c'est cette coalition qui le porte au pouvoir. Ce n'est pas le PASTEF. Il entre comme membre du PASTEF, mais c'est la coalition. Mais aujourd'hui. Non, attendez, c'est la coalition constituée de quoi? Écoutez, je vous dis, je commence par là pour vous expliquer quel est le problème d'aujourd'hui. C'est important de le comprendre. La coalition le porte en 2024 jusqu'à la présidence. D'accord? Dans leurs échanges, Sonko se rend compte que Faye ne va pas changer. Faye se rend compte que Sonko ne va pas changer. Mais la séparation devient naturelle. Okay. Seulement, la lutte monte d'un cran à partir du 8 novembre. Ousmane Sonko montre qu'il a une machine. Il fait une giga campagne pour montrer qu'il reste le patron du PASTEF et c'est lui qui décide. Le 11 novembre, Diomaye Faye se rend compte que mince, ce type a sa machine. Voilà, à laquelle il tient. Le président non. Le premier ministre a sa machine. Le président Diomaye Faye, mais oui, le premier ministre. Oui. Le président Diomaye Faye se rend compte qu'il faut qu'il réveille la coalition. Parce que coalition. Il n'est plus dans la coalition. Il n'est plus dans cette coalition. C'est sa stratégie. C'est pas la même coalition. Mais je vous dis qu'il y a une. Mais laissez-moi j'en finir. Le président Diomaye Faye relance la coalition en changeant de leader. C'est là que le problème commence. Parce qu'il enlève Mme Bosch pour mettre Aminata. Parce que pour lui, il veut une nouvelle coalition pour 2029. Le PASTEF est déjà une machine. Diomaye Faye n'a pas de machine. Il faut donc qu'il ait recours à une machine. Et la machine, c'est celle-là. Seulement... À ce niveau, puisqu'on suit vraiment cette sortie, oui. Il rappelle qu'il est toujours de PASTEF. Alors, c'est un jeu quand même ambigu auquel l'acteur politique joue. Je vous ai lancé un mouvement avec Mme Touré, très proche de Macky Sall, mais surtout, rappelez qu'on est de PASTEF. Je vous ai toujours dit, c'est qu'en politique, il faut savoir écouter les hommes avec beaucoup de recul. Ouais. 1 + 1 ne font pas 2. Pas toujours. Parfois en politique, on prêche le faux pour avoir le vrai. Ouais. En politique, on place une carte parce qu'on sait comment l'autre va réagir en face pour justifier la deuxième carte. C'est ça la politique. Ne faisons pas comme si nous sommes naïfs. Nous sommes tous en politique d'une manière ou d'une autre. Donc il a placé la nouvelle coalition avec un nouveau leader, sachant que Sonko allait réagir. Le même jour, Ousmane Sonko réagit. Le même jour, il n'attend même pas le même jour. Il réagit en disant que cette coalition ne doit plus exister parce qu'elle a fait son temps en 2024. Et il rappelle que Diomaye Faye n'était pas président de la coalition, il était candidat porté par la coalition. Voilà donc où se trouve le problème aujourd'hui. C'est que le président Faye se sent défié par son premier ministre qui le fait ouvertement et de manière spectaculaire. On arrive dans un cas où, et c'est là que je dis qu'il faut faire attention aux hommes calmes.
Parce que là, Diomaye Faye a réussi son coup. Il a exposé son corps sur toute la ligne et montré comment comme il est fougueux, comme il est très porté sur sa vision, sur son œuvre. Aujourd'hui, Stéphane, j'aimerais qu'on retienne que nous sommes en politique. Ce n'est pas un monde de bisounours. Ne venez pas leur demander de se faire la bise sur la bouche tous les jours. On peut être des adultes, travailler ensemble aujourd'hui, se séparer demain, sans que ça ne pose un problème fondamentalement à la nation. Les deux, donc, aujourd'hui, vont à l'élection présidentielle, chacun avec sa machine. Merci. Je vous rappelle simplement que Diomaye Faye a déjà constitué sa machine avec une coalition et des partis politiques qui l'accompagnent. Sonko également a sa machine, mais allons-y doucement. Mais nous, en Afrique, et je sors par là, s'il vous plaît, nous, en Afrique, faisons l'effort, quand une chose est bien faite, de la magnifier, de manière à ce que la mauvaise chose ne soit pas la chose qu'on retienne. Parce qu'en Occident, il y a un narratif qui est mis sur pied pour qu'on retienne toujours qu'ils sont beaux, qu'ils sont élégants, qu'ils sont intelligents. Faisons la même chose en Afrique. Le Nfoum, histoire politique qui peut aussi avoir pour substrat un parcours de vie. Je précise que justement des enfants du président, la fille du président Bassirou porte le nom de la maman de Ousmane Sonko. Au-delà des questions politiciennes, il y a quand même cette amitié, un peu à la Sankara Compaoré, un peu à la Lumumba Mobutu. Ce substrat revient toujours lorsque l'on évoque ces parcours-là où justement on voit deux leaders émerger, mais à la fin on a l'impression qu'il y a un, je ne vais pas dire trahir parce que ce serait péjoratif, qui ne comprend pas la vision de l'autre. Bon, alors moi, vous me permettrez de puiser dans la psychologie pour donner une grille de lecture à ce que nous vivons fort malheureusement au Sénégal. Pour moi, si vous demandiez mon avis, et je vais le redire, c'est deux cadres aujourd'hui. C'est-à-dire sur le plan politique, des gens jeunes. Jeunes. Ils sont jeunes. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que Sonko aurait dû supporter, voir Diomaye faire ses 2 mandats. Pas 1, 2. Oui. Ah, c'est déjà calé que Je ne sais pas pourquoi ça vous gêne. Qu'est-ce qui vous gêne Permettez à monsieur de déployer son argumentaire. Voilà, donc, il serait au plus quinquagénaire. Le temps d'attendre. Oui. De son petit frère. Oui, le temps d'attendre. Parce que le mandat au Sénégal, il est de 5 ans, je crois bien. Ouais. C'est pas une éternité. C'est pas une éternité. Donc, le fait que Sonko sorte du bois pour ameuter de la sorte l'opinion, je me dis, je ne sais pas de quoi il a peur. Mieux, je pense, et je vais justement puiser dans la psychologie pour dire que il est celui-là qui se sent premier à tous les cas. Or, il faut savoir... C'est pas une réalité. C'est pas lui le mentor faisant le roi, entre guillemets. C'est un péché d'orgueil, ça. C'est comme ça que c'est bien de quoi? C'est pas le président de la République. C'est un péché d'orgueil. Hein? Il a eu la place qu'il a eue. Personne ne va la lui ravir, mais il pêche par orgueil. Non. Et je vais... Le faut vous êtes surpris de cette candidature, ou bien vous la subodoriez, vous la voyez venir. Aujourd'hui, lorsque l'on voit le jeu des acteurs et les dispositifs qui sont mis sur pied de part et d'autre entre le Premier ministre et le Président, vous êtes surpris de justement ce coming out, disons-le comme ça, de Ousmane Sonko pour 2029? Bon, ce qui me surprend davantage, c'est un peu son entêtement. À quoi? Mais il a construit un édifice et qu'il le saborde de la sorte, moi j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre. Parce que lorsque l'on se dit au service d'une cause, oui. Hein, et je voulais aller dans, puisqu'il y a un Moïse là parmi nous, mais Moïse a mené le peuple d'Israël, ce n'est qu'une allégorie, hein, mais il n'a pas vu la terre promise. Il n'y a jamais mis les pieds. Il n'a jamais mis les pieds, donc... Mais Moïse n'était pas sénégalais, Sonko lui est sénégalais. Et si on va en profondeur sur le tempérament de Moïse qui a fait qu'il ne va pas à la terre promise, un peu comme notre ami Sonko qui est venu. Je suis en train de dire ceci. Si nous faisons le même métier, moi je revendique d'être un homme
politique. Oui. Si nous faisons le même métier, notre métier c'est de porter des idées. Ouais. Maintenant, lorsque l'on a porté une idée, hein, on peut bien, n'est-ce pas, s'attacher à quelqu'un pour l'incarner, qui peut ne pas être nous. Qui peut ne pas être nous. Effectivement. Pourquoi il faut absolument que ce soit toujours nous? Alors je dis, de ce point de vue-là, Sonko pêche par orgueil. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Puisqu'il a construit quelque chose, il a dit aux Sénégalais, bon, on m'a empêché. Hein, je vous donne Diomaye. C'est lui qui l'a dit aux Sénégalais. Oui. Il dit aux Sénégalais, Sonko c'est Diomaye. Diomaye c'est Sonko. Oui. C'est lui qui le dit aux Sénégalais. Mais Sonko, c'est Diomaye. C'est un Diomaye qui est dans la ligne idéologique du PASTEF. C'est pas un Diomaye ami des partisans de Macky Sall. Alors, voilà pourquoi je vous disais que dans l'exercice du pouvoir, on peut s'écarter de certaines lignes. Et vous donnez du crédit à cela. Parce qu'il y a la réelle politique. Oui. Je pense que j'espère que vous allez nous laisser parler, monsieur. Vraiment, parce que le gens qui l'ont engagé là. Attends, je vous pose simplement la question. Non, il y a une question, vous posez la question. Allez-y. Voilà ce Sonko que les Sénégalais ont porté. Mais il y a eu une grève des étudiants. Vous savez que c'est le PASTEF qui est venu enlever les bourses aux universitaires sénégalais. Et le PASTEF du Premier ministre Sonko. Bon, alors, quand il y a eu grève de ce côté-là, vous savez comment il a maté cette grève-là? Sans ménagement. Ah, Il a maté cette Là, c'est grève. pas le président. C'est pas le président. Hein? C'est lui qui est maintenant le Je suis en train de dire que... de la police. Je suis en train de vous dire que... C'est vrai que le Cameroun est la bêtise dans ce tandem, si moi j'avais été Sonko, je n'entrais pas dans l'exécutif. Puisque le président, lui, dans le cadrage institutionnel, est en surplomb. Mais celui qui est dans le feu de l'action, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre. Et donc, il ne s'en est pas caché. C'est lui qui a maté cette grève. Dans le sang. Puisque c'est lui qui l'a géré Ah, directement. Dans le sang. À l'époque de Macky S'il vous plaît, Sall, c'est à l'époque de Macky Sall, c'est la première ministre qui avait maté aussi. S'il vous plaît, s'il vous Les plaît. crimes de S'il Macky vous Sall, plaît. c'était la première ministre. Monsieur, vous Ne mélangez pas les choses. Ici, soyons pardonnés. le président, Allez-y, monsieur, c'est lui qui gère. Donc, Docteur Mok, s'il vous plaît. Donc, j'en venais à dire que c'est ici essentiellement, comme le docteur Mbok le disait, une question de tempérament. Je pense que le Premier ministre Sonko a un ego surdimensionné. Monsieur Evuna nous indiquait sur le plan politique la capacité que Sonko avait à manœuvrer, mais il n'a pas fait étalage de la capacité de l'autre camp. Voilà. À savoir que sur le plan des institutions, il peut dissoudre cette assemblée. Tout simplement. Il peut la dissoudre. Tout simplement. Oui. Donc, Il l'a dit, celui qui a l'élevé. Donc, de mécanisme en mécanisme, on peut arriver à une situation de blocage, mais je pense qu'il sera davantage préjudiciable à Sonko, qui n'est pas encore président, parce qu'il faut qu'il fasse attention. Merci. Mieux. Je chute en disant que les démocraties plus élaborées nous donnent quand même des exemples qu'il faut pouvoir tenir en compte. Et je vais vous prendre 2 exemples précis. Les cadres socialistes s'attendent après Mitterrand qu'ils vont gérer le pouvoir. Mais regardez bien le jeu de Mitterrand lorsqu'il faut qu'il quitte la scène. Il met Chirac, alors que tout autour de lui... Et vous dites, le peuple français choisit Chirac. Mais il donne des signes aux Français que moi je vous demande de choisir tel, et il lui met le pied à l'étrier. Deuxième exemple. Le président Hollande est gêné par... Vous aimez bien la France. Oui, bien sûr. Est gêné par la vieille garde socialiste qui se met en machine pour empêcher son 2e mandat. Vous savez ce qu'il fait? Il tire Macron du chapeau et lui donne tous les moyens pour être président. Tout à fait. Et ça annule, ça tue toute cette garde-là qui aujourd'hui n'arrive plus à se relever. Oui, le rapport avec la situation sénégalaise. Mais pour dire que Mbaga, Stéphane, je chute, pour dire que
lorsqu'on a le pouvoir, Ouais. on a la capacité de manœuvrer. C'est ça. Sonko doit savoir qu'il n'est pas encore président. Merci. Il l'aspire simplement à Merci, être Dieu. président. Jean Dieu, vous voulez tellement réagir, je vous donne la Non, parole. parce que s'ils sont trois et que je ne peux Non. pas, qu'ils ont Que le la même soit trajectoire, il femme, faut que je puisse agir. Et première chose, je ne trouve pas honnête qu'on puisse trouver du génie à quelqu'un qui bafoue les deals parce qu'il est chef d'État. Jusqu'ici, personne n'a dit qu'il y avait un deal entre les deux. Hein. C'est-à-dire, il est clair que Sonko a dit il a été porté pour une vision commune. Ça veut tout dire. Et en politique, le stratège en politique, c'est ce que ça veut dire mieux que moi. Mais on lui trouve du génie que non, il aurait dû, il faut qu'il le laisse gouverner pendant 2 mandats. Est-ce que le deal parlait de 2 mandats? Nous n'en savons rien. Tout à fait. Non, ça Nous n'en savons rien. Troisième point, là, je prends la chute de M. Foum. Il nous donne 2 exemples en France où, pendant que ceux qui ont porté le président en place au pouvoir attendaient le retour, il a plutôt dévié en choisissant quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui dit qu'après 10 ans, Faye aurait choisi Sonko? Quand nous savons que en France, ça s'est fait ici, ici 2 chefs d'État, et en Afrique, c'est encore pire. Je trouve le génie en cet homme, Sonko, qui anticipe. Parce que je vais vous dire, un visionnaire, c'est celui qui sait anticiper, planifier, organiser. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il a compris. Nous avons vu avec le président White, qui, Macky Sall, attendait le retour. Et nous avons vu dans ce même pays, qu'est-ce qui s'est passé pour que le président Macky devienne chef d'État. Ça n'a pas été facile. Il a refusé le président White. C'est devenu, il était pourtant le mentor du président Macky Sall. Mais il n'a pas voulu renvoyer l'ascenseur. Et vous croyez que Sonko doit attendre 10 ans pendant que quelqu'un serait en train de verrouiller le système et se fait le plaisir de choisir qui il veut? Un homme politique, un porteur de vision à la dimension de Sonko, a tous les contours de sa vision, de manière stratégique. Et dans la stratégie, celui qui n'anticipe pas n'a rien compris des enjeux. À cause donc des enjeux, du fait que la première année, la deuxième année, je ne vois pas ce que nous nous sommes dit et qui cadre avec la vision commune, il est de bon ton de prendre des mesures d'anticipation stratégique qui permettront à ce que si tu ne reviens pas sur la vision, que je puisse t'empêcher de gouverner dans un premier point. Et c'est normal, c'est un génie politique d'empêcher un chef d'État qui refuse de revenir dans la vision, de l'empêcher de gouverner. Et je peux vous dire Pour chuter, que si, tel que c'est parti, si le président Faye ne fait pas attention, les 3 dernières années ou 4 qui restent, Sonko va rendre, et le pasteur va rendre ingouvernable le Sénégal. Merci, merci. Maître Jean Gizogo, la question qui subodore la chute de Jean de Dieu Vouna, est-ce qu'on s'assimile à un exécutif totalement contradictoire au Sénégal où le Premier ministre essaye de raviver une vision initiale et le président, lui, essaye d'adapter son Premier ministre aux aléas de la ruelle politique? Tout à l'heure, lorsqu'on citait des tandems qui ont eu à gouverner des États africains comme Compaoré Sankara ou Mobutu et l'autre, Lumumba, moi j'ai plutôt pensé ici au tandem Biya-Ahidjo. C'est-à-dire que Ahidjo donne le pouvoir à Paul Biya, mais se dit que comme il est le patron de l'UNC, il va gouverner le pays pensant que Paul Biya, de par son tempérament, serait malléable. Oui. C'est ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que Ousmane Sonko en a gros sur le cœur. Parce qu'effectivement, s'il n'était pas allé en prison, il serait le président du Sénégal Vous aujourd'hui. dites Ahidjo donne. Est-ce que maintenant- c'est vraiment l'histoire, Jean Gizogo? De toute façon, Il ne donne pas de gaieté de cœur. nous en tenons au fait qu'il a donné. C'est ça le problème. Si on rentre dans ce qui s'est passé en arrière, on ne va pas s'y retrouver. Il serait président aujourd'hui, mais les circonstances, les vicissitudes de l'histoire politique de son pays ont fait que il a posé un acte qui relève justement
d'un acte d'un homme d'État, il a passé la main à son bras droit. Mais j'ai l'impression qu'il y a de la mesquinerie politique derrière parce qu'il s'est dit, comme Diomaye Faye est plus jeune, visiblement plus amorphe, je vais le manipuler, je vais revenir par la à ce niveau, je reste avec vous, maître. Est-ce que vous dites mesquinerie politique, mais Diomaye Faye qui n'arrive pas ex nihilo. Il vient quand même portant les espoirs et surtout la vision d'un parti. Si le garant de cette vision, qui est le Premier ministre, lui, en tant que responsable en chef de la vision de PASTEF, se rend compte, sous la pression de ses militants, que justement, les promesses d'hier ne sont pas en voie d'être tenues, est-ce qu'il n'est pas de son bon droit de sonner l'alerte, de rappeler au secrétaire général devenu président que voilà ce qui était convenu, et aujourd'hui on a l'impression qu'on n'y est pas du tout. Une chose est de rappeler à son ancien poulain d'hier qu'on avait une vision que nous portions au moment où nous aspirions à avoir le pouvoir. Une autre est de l'empêcher de gouverner. C'est deux choses différentes. L'empêcher de gouverner... Il y a des cas où... Non, l'empêcher de gouverner relève de l'orgueil personnel. Il n'y a rien à faire. Parce que je continue à dire que empêcher Diomaye Faye de gouverner, c'est faire du tort au Sénégal. Ce n'est pas faire du tort uniquement à Diomaye Faye. That is my problem. Quand vous avez un gentleman agreement et que vous vous rendez compte que votre vis-à-vis est en train de décaler, vous pesez les pour et les contre entre cet arrangement et l'intérêt supérieur de la nation. Moi, j'aurais préféré, par exemple, que, étant donné qu'ils ont une majorité obèse au Parlement, Sonko, pour véritablement être un contre-pouvoir, même si le Parlement, l'Assemblée pourrait être dissous, il pouvait aller plutôt être président de l'Assemblée nationale et s'assurer de ce que l'arsenal législatif qui sort de là permette la réalisation du projet. Parce qu'il faut rappeler une chose, et je le dis, je préside les associations depuis l'âge de 16 ans. J'ai parfois dirigé des groupes où j'étais le plus jeune. Je vous dis, l'exercice du pouvoir n'a rien à voir avec le fantasme. Parfois, vous pouvez rêver, quand vous accédez à la direction d'un groupe, je dis même au niveau associatif, vous vous dites, voilà, quand j'arrive là, tout le monde va mettre le costume bleu, les gens vont se coiffer comme ci, comme ça. Et lorsque vous devenez le président de l'association, vous vous rendez compte qu'il y a quand même quelqu'un là que lui, il est même déjà chauve de nature. Voilà. On ne peut pas lui appliquer cette loi. Et il y a un autre que, si vous lui mettez un costume, il est allergique à la laine. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire des arbitrages. Voilà. C'est facile de dire que le pouvoir, voilà, il aurait dû. Est-ce que lui, le président de la République, n'a pas fait face à des obstacles qui font qu'il retarde la mise en œuvre de certaines choses? Et l'autre maintenant, au lieu de l'accompagner, parce que si on tient compte du fait que, ok, le problème d'Ousmane Sonko, c'est la mise en œuvre de la vision qui a porté Diomaye Faye au pouvoir. D'accord. Est-ce qu'en parasitant ainsi son mandat, il va arriver à cette fin? Impossible, parce que Diomaye Faye détient les leviers du pouvoir. Ne regardez pas son tempérament. Le tempérament n'a rien à voir avec la gestion du pouvoir. C'est quelqu'un qui a le pouvoir. D'ailleurs, au Cameroun, Paul lui a montré que être calme ne veut pas dire qu'on est dominé. Ensuite, il y a un autre problème. C'est que, admettons un seul instant que Ousmane Sonko tient absolument à ce que la vision du PASTEF soit mise en œuvre. Ok, il attend la fin du mandat. Il va à l'élection et il gagne. Parce que dans la bataille qu'il est en train d'engager, vous pouvez être le mentor de quelqu'un. Le jour où il devient président de la République, il s'émancipe de façon quasiment naturelle. Parce qu'il doit exercer son autorité. Vous êtes son Premier ministre. S'il ne voulait pas être son collaborateur, il n'avait qu'à aller au Parlement. Et s'assurer de ce que le Parlement, là-bas, soit une institution indépendante. Là, ça aurait même permis qu'il soit capable de bloquer un certain nombre de choses, de faire le contrôle de l'action gouvernementale. Sauf que là, il est le Premier ministre de Diomaye Faye. Il est son collaborateur. Il lui doit d'abord loyauté et obéissance. C'est ça que vous ne comprenez pas. Merci. Et je rappelle à toutes fins utiles qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle en l'État au Sénégal qui empêche Diomaye Faye demain matin de changer de Premier ministre. Pourvu qu'il soit capable de... Jean-Maurice Mbok, alors on est là justement déjà dans la bataille. Comment est-ce que vous entrevoyez la fin de ce feuilleton? S'il y a fin, bien sûr. S'il y a fin. Alors moi je vais conseiller à Dr Vouna de dire au Premier ministre Sonko de lire l'art de la guerre.
de Sun Tzu. De Sun Tzu, qu'ils lisent l'art de la guerre. C'est très important parce que quand vous voyez l'attitude de Diomaye Faye, il a lu l'art de la guerre. Ouais. Premièrement, c'est qu'on peut vaincre l'ennemi sans le combattre. On le laisse s'agiter. Ouais. On le laisse commettre beaucoup d'erreurs. Et le deuxième volet, Sun Tzu dit que la stratégie prime sur la force. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte où quand vous observez, j'ai pris simplement la scène des correspondances pour vous montrer comment Faye piège Sonko. On en est là. On à en est piéger là. son Oui, bien sûr, premier on en ministre. est là. Non, tout simplement parce que je vous dis que... Piéger son premier ministre. Et là, c'est le génie quand il piège. Quand il piège, c'est le génie de sa part. Mais pour Sonko, c'est une erreur d'orgueil personnel. Vous voyez dans quoi Il vous jonglez empêche là? le président de gouverner. Il est C'est pas son choix. Depuis le départ, j'ai dit, l'Afrique doit bénéficier des deux. Voilà. Les deux ont des forces, les deux ont certainement des faiblesses, c'est des êtres humains. Mais il faut que les Africains aussi apprennent à respecter la position et les responsabilités des uns et des autres. C'est tout. Stéphane Barka, où nous sommes là, un décret sort maintenant là. Vous êtes ministre, excusez-moi, cher petit frère. Je vais respecter votre fonction de ministre. Je ne peux plus être le grand frère qui dit Stéphane, lève-toi, viens me trouver au carrefour. Non, non. Je vais devoir respecter. Il y a eu une défiance du Premier ministre vis-à-vis du président. Mais justement, je vous dis que je ne prends que le cadre des correspondants. Je ne prends que le 11 novembre, où le président dit qu'il estime que la coalition qu'il a portée devrait continuer comme ça. Le Premier ministre, le même jour, fait une correspondance pour défier. Je ne prends que ça. Ce n'est pas le président, c'est des hommes politiques. Non. Là, ce n'est plus une question de président de l'État. Ils sont dans le cadre du parti. C'est dans le cadre de la coalition. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Il est laissez-moi finir. C'est pas un homme. Je vous en prie, parce que c'est comme ça qu'on grandit, en s'écoutant mutuellement. Oui, allons-y. Je vous en supplie. N'allons pas créer un problème au Sénégal parce qu'il n'y a pas de problème au Sénégal. Le seul problème des Sénégalais aujourd'hui, c'est qu'ils sont des dirigeants qui s'occupent d'eux. C'est tout. Pas qu'ils luttent entre eux. Voilà le seul problème des Sénégalais. Et il faudrait que nous qui parlons sur les plateaux, qu'on le rappelle, parce qu'on ne sait pas qui nous écoute entre les deux. Et l'un de deux peut nous écouter. Nous sommes ici en train de dire, président Faye, continuez de rester calme. Vous n'avez pas besoin de vous agiter, c'est vous le président. C'est clair. C'est vous le patron. C'est tout. Mon cher ami Sonko, charismatique, modèle, ce qu'il représente, vraiment, il est inspirant. Il peut attendre. S'il a dit, il doit attendre. Ça, c'est l'empêcher de gouverner. Ce mandat n'est même pas encore au milieu. J'espère que vous vous écoutez quand vous parlez. Oui. Et vous avez bien dit, et je suis d'accord avec ça. Oui. Sonko ne va jamais, Faye ne va jamais empêcher que Sonko soit candidat. Il ne va jamais le faire. Il n'est pas bête. Voilà. Il ne va jamais empêcher. Donc, ne souffrez qu'il termine son mandat normalement. Et je dis que, n'oubliez pas que on n'a pas voté Sonko et Faye pour qu'ils marchent main dans la main, qu'ils s'embrassent. Non, voilà. C'est pour les problèmes sénégalais. Oui. N'oublions jamais cela. Merci. Ça veut dire qu'on n'a aucun intérêt à amplifier une défiance qui n'a pas sa place. Disons les choses de manière claire et froide, parce que c'est ce que Diomaye Faye essaie de montrer à Sonko. Sonko s'arc-boute et refuse de voir la vérité en face. Monsieur le Premier ministre, démissionnez. Si vous ne supportez pas la votre mentor, soit votre laissez-moi finir. Si votre poulet vous gêne, vous démissionnez votre patron, démissionnez. Vous n'aurez pas péché. Mais si vous restez là, oubliez-vous. Parce que vous êtes là pour le Sénégal. Oubliez-vous. Supportez 2029, c'est demain. Ils ont 44 ans, 44 et 45, je crois bien. Donc, c'est demain. C'est demain. Alors, dans 5 ans, montez, vous descendez. Faye va terminer son mandat. Il n'y a rien à faire. Maintenant, en 2029, qu'il se présente, qu'il compétisse, mais n'oubliez pas que celui qui a le pouvoir, et c'est là que ça m'embête quand vous ne conseillez pas bien Ousmane Sonko. L'ancien président lui a dit, tu ne vas jamais être chef d'État après moi. On en est où? Il a réussi avec son pouvoir à le mettre en jeu. Qu'il n'oublie pas que son mentor a le même pouvoir et peut lui créer les mêmes problèmes. Ce que nous ne souhaitons pas. Merci. Son poulet autant pour moi. Une petite correction importante. Très rapide. Tout à l'heure, on est sorti. Tout à l'heure, le docteur Moïse Mbok a dit ils ont été élus.
il n'y a que Diomaye Faye qui Il a est été élu. Merci. Alors, on prend une ou deux réactions avant de vous donner le mot de la fin sur la question de l'UNIFOUM. Bonsoir à vous sur le plateau, surtout aux Sonkoïstes. Je ne sais pas s'il y en a affiché ici. La candidature annoncée de Sonko pour 2029 doit être comprise sous plusieurs angles. Une réaffirmation de son leadership sur le mouvement au pouvoir, une manière de clarifier les rapports avec le président Diomaye Faye, une stratégie pour préparer sa réhabilitation politique après les affaires judiciaires. Un positionnement anticipé dans la bataille présidentielle. Il nous revient d'observer que cette déclaration de Sonko peut conduire soit à une transition politique contrôlée au sein du pouvoir, soit à une rivalité interne qui polarise fortement la vie politique sénégalaise. Tout dépendra principalement de la relation future entre Sonko et le président Diomaye Faye. Merci à vous, Patrick Asiga, pour justement l'analyse. Bonsoir à vous sur le plateau. Je ne suis pas d'accord avec le monsieur en veste bleue. N'amenez pas les gens à être déloyaux envers leurs semblables. Dimitri Medvedev et Vladimir Poutine, ça a bien fonctionné en Russie. Pourquoi pas au Sénégal? La ligne où ça part là, les deux vont perdre. Merci à vous, Gédéon Bicolo, pour la prémonition. Les deux vont perdre. On ne le souhaite pas pour la jeunesse africaine. On va plutôt dire ceci. Bonsoir à tous. Je m'appelle monsieur Sama Modo Romaric Daniel, président national du Parti nationaliste démocrate camerounais PNDC. Concernant le premier sujet, le président actuel du Sénégal, il dit a trahi Ousmane Sonko et ce qui oblige ce dernier à être candidat. Bon, président, je ne sais pas si on est là au niveau de la trahison. On va rester attentif. Le Foum, en 30 secondes, le mot de la fin et on bascule. Non, mais je vais encore prendre des images pour vous faire comprendre. Vous les aimez bien? Oui. Bon, ça permet aux gens d'être vite dans le bain. Alors, rapidement. Il parlait du tandem Medvedev-Poutine. On n'est pas dans les mêmes conditions. C'est pas la même configuration. On n'est pas dans les mêmes conditions. Rien à voir. Et c'est différent. Non, mieux. Vous avez deux tempéraments qui se sont accordés. Déjà, le contexte n'est pas le même, mais vous avez deux tempéraments qui sont rapprochés et qui se sont accordés. Première chose. Deuxième chose, vous savez, l'orgueil est une vanité en réalité. Pourquoi est-ce que je vais le dire? Je prends encore une autre image. Puisque nous approchons de la Pâque, quand Jésus entre à Jérusalem, mais tout le peuple est dehors, on l'adule, les femmes mettent le pagne pour que son âne puisse passer, on l'appelle le roi et tout. Mais quelques jours après, on le crucifie. Et c'est ce même peuple-là qui le crucifie. Donc aucun politique. J'ai la faiblesse de vouloir donner ce conseil à Sonko, qui ne pense pas qu'il possède les Sénégalais. Le Premier ministre Sonko. Oui. Qu'il ne pense pas qu'il possède les Sénégalais. Les Sénégalais peuvent l'aimer aujourd'hui et le honnir et le vomir. Quelque chose demain. Oui, et le vomir demain. Ouais. Qu'il ne pense pas que le Sénégal c'est lui. Et j'ai comme l'impression que nous en sommes pratiquement là. Mais je chute définitivement sur la question en disant que, bon, certainement, nous sommes à 3 ans de la présidentielle et que le jeu des acteurs nous permettra de voir entre l'un et l'autre qui va se situer au bon niveau de la chose. Mais je continue à donner ce conseil. Ces deux cadres aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de s'affronter. Ouais. Ils n'ont pas besoin. Et celui qui porte le fer, c'est le Premier ministre Sonko. C'est lui qui porte le fer. L'autre est un peu sous sa réserve, appréciant les coups, essayant de les esquiver tant qu'il peut. Mais le Premier ministre Sonko est droit dans ses bottes. Et je disais donc que ils sont deux cadres aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin de s'affronter. Merci. Donc l'un peut finir son exercice du pouvoir et de manière douce passer la main à celui qui hier était son mentor. Et je crois que ce serait de très bons allois pour la vie politique et l'exemplarité même que les Africains
doivent pouvoir, n'est-ce pas, porter au niveau de la scène mondiale. Merci, Léon Foum. On va retenir le mot exemplarité lorsque l'on évoque les strates politiques africaines, mais surtout la jeunesse politique africaine. On va donc rester attentif au déroulé et au jeu des acteurs du côté du Sénégal. Lorsque je l'ai dit, je prends le break et je reviens tout de suite pour évoquer la diaspora camerounaise. A tout de suite. Retour sur le plateau de Ourou Africa, quittons les joutes politiques sénégalaises pour d'autres strates. On va nous plonger pieds et poings liés dans le vécu d'une diaspora, celle du Cameroun, qui aujourd'hui semble à la croisée des chemins. Revendications, coups de gueule et coups d'éclat meublent le contenu de la vie de ces personnages. On essaiera ensemble pour les 30 minutes qui nous restent de revenir justement sur la vie de cette diaspora-là avec cette interrogation. Est-ce véritablement un trésor oublié? Je commence par vous, maître Jean-Guy Zogo. La diaspora camerounaise, lorsque vous l'observez, et je sais que vous êtes attentif à ce qui se passe de ce côté et qu'elle vous suit abondamment, on a pu avoir quelques séquences où justement votre parole porte et compte pour cette diaspora-là. Lorsque vous l'observez, qu'est-ce qui vous vient de façon principale en tête? C'est justement un trésor oublié ou alors c'est des rebelles, entre guillemets, qui disent ce qu'ils pensent avec beaucoup d'irrévérence? En réalité, là, nous sommes déjà dans la géopolitique. Et la géopolitique, c'est la politique de la géographie. C'est-à-dire qu'en réalité, il s'agit de la gestion dans toutes les matières des avantages naturels comparatifs. Et lorsque vous regardez comment les plus grands pays au monde se sont construits et maintiennent leur puissance, vous verrez qu'ils s'appuient sur leurs compatriotes de l'étranger. Ils les prennent au sérieux. Nous sommes les seuls à avoir loupé le rendez-vous civilisationnel de la gestion des hommes. Parce que je suis un peu choqué de constater que la diaspora dont vous parlez, d'abord je n'aime pas trop le mot diaspora, je préfère dire les compatriotes de l'étranger. Ce n'est pas un trésor oublié. C'est exactement à l'instar de notre or. Vous savez ce qui se passe avec l'or camerounais, non? Non, moi je sais pas. Il semblerait que les pays qui importent chez nous n'ont pas les mêmes quantités que celles que nous on importe chez nous, on exporte chez eux. C'est ça la diaspora. La diaspora camerounaise. C'est l'exemple qui. La diaspora camerounaise est la victime d'une absence de vision ou d'une vision qui n'est pas dans l'intérêt des populations camerounaises et du Cameroun. C'est tout. Parce que quand vous regardez comment la Chine a fait pour faire le transfert de technologie, la Chine s'est appuyée sur les compatriotes de l'étranger qui allaient se former et revenaient. C'est vrai. La diaspora camerounaise, comme vous l'appelez, les Camerounais de l'étranger font partie dans tous les domaines de l'intelligence humaine des meilleurs dans le monde. Comment on fait pour avoir les meilleurs dans le monde qui sont exploités ailleurs, mais qui semblent représenter dans leur propre pays une menace? Simplement parce que nous sommes dans un système qui a exalté la médiocrité. Et parce qu'il exalte la médiocrité, il est réfractaire. Cette diaspora semble beaucoup critiquer et avoir un avis sur tout, arriver souvent aussi avec un peu de condescendance, rappeler qu'on aurait pu faire ci, pu faire ça aux dirigeants, et cela semble ne pas beaucoup plaire au régime en place. C'est vous qui voyez la condescendance. Moi, j'ai des amis qui vivent en Europe, aux États-Unis, en Asie. Quand ils arrivent au Cameroun, si tu ne me cherches pas, je ne sais même pas que tu es là. C'est vous qui donnez l'impression. Je dis toujours que c'est la manière dont vous vous présentez à quelqu'un qu'il vous traite. En réalité, quand les Camerounais de l'étranger arrivent au Cameroun, comment sont-ils accueillis? Quelles sont les politiques publiques de capitalisation de leur présence à l'étranger qui ont été mises en place en 43 ans? Parce qu'il y a aussi un problème. On construit une mentalité. Oui. Et 43 ans, on a l'impression que c'est 43 jours. C'est presque un demi-siècle. Vous tenez un pays pendant un demi-siècle, forcément vous allez avoir un impact
sur l'évolution de la mentalité des gens. Nous sommes les seuls à avoir des compatriotes qui cassent les ambassades. Moi, je n'ai pas vu ça. Quand je vois comment le président américain est honni chez lui, comment le président français est honni chez lui, mais je n'ai pas vu des Français casser leurs ambassades, je ne vois pas des Américains casser leurs ambassades. En 43 ans, on a construit une mentalité dans laquelle les gens n'ont aucun respect de la chose publique. Et ce manque de respect de la chose publique s'exporte également. C'est vrai que dans certains pays... La diaspora rappelle quand même que, justement, on peut faire mieux en termes de gouvernance. En fait, elle le dit à sa manière. Voilà. Mais sauf que, il y a un... Moi, je dis toujours que dans ce genre de situation, il faut aussi mettre un bémol. La responsabilité des pouvoirs publics dans la construction de la mentalité, c'est une chose. Mais nous sommes nés au Cameroun, on y a grandi, on y a fréquenté. Moi, je ne suis jamais sorti de mon pays. Ça n'a pas fait de moi un voyou. Donc, il ne faut pas toujours tout justifier par le fait que le pouvoir n'a pas fait ceci. Je voudrais quand même que les gens se rappellent que, quels que soient les griefs qu'on peut avoir envers ceux qui dirigent son pays, il faut respecter l'image de son pays. Parce que, je vous ai pris l'exemple tout à l'heure des Américains, des Chinois et autres. Quand on n'est pas d'accord, même lorsque les Russes disaient que non, Vladimir Poutine est un dictateur, vraiment, il a confisqué le pouvoir en Russie. Moi, je n'ai pas entendu que les Russes cassaient les ambassades russes. Donc, à un moment donné, les compatriotes de l'étranger doivent développer une ingénierie de contestation de l'ordre établi sans avoir forcément à édulcorer l'image de notre pays. Merci. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir au panel de ce soir. La diaspora camerounaise est un trésor négligé et sous-exploité par le gouvernement pour des raisons politiques. Tous les pays développés ont donné une place importante à leur diaspora. Chez nous, c'est du bon débarras. C'est l'homme politique, justement, Yaya Bello, de l'UNDP, qui réagit sur ce plateau. Jean de Dieu Evuna, la diaspora parfois très critique vis-à-vis du régime en place, mais aussi on ne peut pas éluder le fait qu'elle participe beaucoup à la régulation des tensions sociales. On a quelquefois eu écho de chiffres en termes de milliards, en termes de contribution à la vie sociale du Cameroun que cette diaspora met à disposition. Est-ce qu'on peut, comme le dit une sagesse de chez nous, détester le vendeur mais aimer ses bijoux? Stéphane Barra, je voudrais me rassurer que vous parlez de la bonne diaspora, parce qu'il y a plusieurs diasporas dans un pays. Hein. La diaspora qui est beaucoup plus vulgaire et vulgarisée par ses approches extrémistes et son discours va en guerre, c'est celle qu'on pense qu'elle représente la diaspora. Nous parlons là d'environ 6 millions d'individus. La diaspora camerounaise, selon mes recherches, c'est environ 6 millions à travers le monde. Vous n'allez pas me dire que tous ceux qui font le random, le bruit là, représentent 6 millions de personnes. Et lorsque vous parlez du poids, voilà le poids sociologique qui est toute une nation. Ça veut dire, comme l'a dit le maître Jean-Guy Zogo, c'est-à-dire la géopolitique, c'est la géographie. La politique de la géographie. La politique de la géographie. Vous voyez donc que la diaspora camerounaise, elle seule représente déjà toute une nation. C'est un pays, même de la sous-région, quand on parle de 6 millions d'individus. Sur le plan économique, de 2021 à 2025, le flux financier de la diaspora a été de 1600 milliards de francs CFA. Vous voyez que ça fait environ un peu plus de 15 tonnes d'or qui ont disparu. Parce que les 15 tonnes d'or font 1300 milliards. Oui. En 5 ans. Là, il y a plus l'exemple de l'or. Je vous voyez. Restons sur le sujet. Je suis sur le sujet. Oui, je préfère qu'on reste sur le sujet. Du Cameroun. Vous voyez donc que la diaspora du Cameroun en 5 ans pèse plus de 15 tonnes d'or. Et lorsque nous regardons, ça fait un poids sur le PIB du Cameroun de 1,7%. Vous comprenez? Le poids financier. Et je vais vous surprendre encore que une organisation qui joue les prêteurs, je ne voudrais pas la citer, que vous connaissez, qui nous apporte des appuis, disons des appuis budgétaires, nous a donné en 5 ans, entre 2021 et 2025, 570 milliards comme appui budgétaire. Dans la même période, la diaspora nous donne comme flux financier 3 fois plus. Je parle du FMI. Ça veut dire que nous,
il faut que ce soit, qu'on puisse dire, qu'on puisse parler de la vraie diaspora. Celle qui contribue et qui pèse. Celle qui est la diaspora intelligente, ou des médecins, des ingénieurs et autres qui font des choses sous silence, qui ne revendiquent pas forcément, qui viennent et construisent. Mais à la seule différence que pourquoi nous ne ressentons pas ça sur le plan budgétaire, parce que c'est un flux financier privé qui n'est pas encadré. Et voilà le problème. S'il était encadré, par exemple, par un guichet unique, où l'argent entre et est orienté dans des circuits qui peuvent permettre à ce que nous puissions ressentir cela, vous verrez donc que le Cameroun ne serait peut-être pas en train de recourir aux emprunts à prêter par hasard comme ça, si déjà notre diaspora en 5 ans peut faire 3 fois plus que le FMI sur les appuis budgétaires. Voilà donc la véritable diaspora qu'on ne vante pas. Voilà la véritable diaspora qu'on n'en parle pas. Voilà la véritable diaspora que nous devons, nous, de la société civile. Et les hommes politiques sur le plateau, puisque je suis entouré de toi, doivent vanter. Ce n'est pas... Et c'est pour ça que je reproche à la gouvernance actuelle une chose. C'est de ne pas publier, c'est de ne pas vanter, c'est de ne pas en parler de cette diaspora et de laisser libre cours aux charlatans qui prennent le téléphone, se mettent à parler, à revendiquer. Voilà la diaspora qui doit revendiquer. Voilà la diaspora qui est une diaspora constructive. Et c'est pour cela que nous devons, c'est-à-dire le ministère des Relations extérieures, particulièrement le ministère en charge de la diaspora, doit pouvoir capitaliser ce poids, non seulement démographique, sur le plan des ressources humaines, dans la gestion des ressources humaines, comme le disait le maître Jean Guizoro, mais aussi ce poids économique doit être canalisé, doit être pris en compte, non seulement pour les populations, mais aussi sur le plan des investissements, par exemple dans des projets structurants. Parce que à cette allure, 1600 milliards, ça veut dire que notre diaspora peut nous faire des barrages, notre diaspora peut construire des autoroutes, comme Yaoundé Douala qui, depuis 10 ans, on ne sait pas trop, on va toujours emprunter. Pourquoi aller emprunter alors qu'on a cette niche, ce trésor oublié, qui est là et qui n'est pas encadré? Merci. Il est de bon ton qu'aujourd'hui, nous sommes à une année électorale, que des mesures, on parle de réformes structurelles, que des mesures soient prises dans le sens de dynamiser, d'encadrer cette diaspora pour que, pourquoi pas, le double de ce que nous avons comme chiffre et que le pays, le Cameroun, connaisse mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Merci Jean de Dieu Vouna, Jean-Moïse Mbok. Alors, l'histoire du Cameroun avec sa diaspora semble contrastée. L'exemple pris tout à l'heure pouvait être indicatif. Cette diaspora-là, à qui on pense lorsque le pays va mal en termes de soutien, lorsque c'est la rentrée scolaire, nous tous on a la petite histoire d'une tante en Suisse, en France, qui accompagne, il faut le dire comme ça, justement, le tissu familial. Mais lorsque les élections arrivent, on ne veut pas trop de cette diaspora fumeuse-là qui estime que en démocratie, il y a un nombre d'années qu'il faut respecter. En termes de gouvernance, il y a justement des décisions à prendre. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le juste milieu d'une diaspora qui participe financièrement dans le soutien social, dans le tissu social, et d'une diaspora active lorsque l'on évoque les questions politiques et de gouvernance? Déjà en saluant ces 6 millions de Camerounais qui sont à l'étranger, j'ai envie de leur dire, comme on dit trivialement au Cameroun, Assia. Assia parce que leur peine pendant la campagne présidentielle, nous en avons parlé abondamment. Il est urgent qu'il y ait des États, mais des États généraux de la gouvernance dans sa globalité et des sectoriels, et en particulier la gestion de la diaspora. Parce que tant qu'on est sur le code raid de la double nationalité, par exemple, qui est un camp qui freine des 4 fers, un autre camp qui estime que c'est la chose à faire, et qu'on ne s'assied pas pour, avec des experts, trouver le juste milieu, on ne s'en sortira pas. Il y a beaucoup d'absences qui sont en fait des préalables pour pouvoir donner la place à cette diaspora. Premièrement, la définir, mais en termes positifs, parce qu'en fait c'est ça
mettez la diaspora désœuvrée, hystérique, fortement tribalisée de côté. Mais celle-là, elle existe aussi, et puisque c'est elle que certains, je dis bien certains de nos partenaires, écoutent et reçoivent, qui sont, cette diaspora que vous décrivez d'hystérique, c'est elle-là qui donne son ressenti, et parfois le ressenti à certains de nos partenaires internationaux. On connaît les exemples où parfois ce sont ces acteurs assez irrévérencieux de la diaspora qui interpellent des chefs d'État en plein salon de l'agriculture et qui sont écoutés et qui font réagir les institutionnels. Le président Macron a été interpellé par un individu lors du sommet de l'agriculture, du salon de l'agriculture en France. Le président Macron lui a répondu avec les termes qui étaient les siens. Ça veut dire que à ce niveau, il y a des relais d'opinion qui sont dans cette diaspora que vous voulez écarter en tant qu'acteur politique. La nature a horreur du vide. Et c'est simplement l'inaction des personnes positives qui laissent la faille à l'action négative des personnes purement néfastes. Parce que si on veut défendre une cause, la tribalité, on la met de côté. Oui. La région, on la met de côté. Parfois, ils sont clairs dans ce qu'ils disent, la malgouvernance. Parfois, ils sont clairs dans ce qu'ils disent, la durée au pouvoir. Parfois, ils sont clairs dans ce qu'ils disent, ils présentent un ensemble de faits réels, mais dès que ça se tribalise, ça se gâte. Et c'est pour ça que moi, je dis qu'ils sont hystériques, ils sont limités, ils sont fortement tribalisés, on les met de côté. Dans la diaspora, vous avez une diaspora qui est fortement intelligente parce qu'elle est estudiantine. Celle-là devrait en même temps être en rapport avec la société civile locale pour qu'il y ait un dialogue. Le dialogue avec la société civile, c'est le pouls de la nation. Et eux, ils sont dans l'interface pour intervenir afin que les pouvoirs que vous avez cités tout à l'heure puissent appuyer leurs doléances et leurs demandes. Parce qu'il faut rappeler que les pouvoirs publics camerounais ont démontré que c'est eux les patrons. C'est eux les seuls patrons. Et ça marche à leur rythme, comme ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent et avec qui ils veulent. Ils l'ont démontré, c'est eux les patrons. Si vous n'usez donc pas de diplomatie, de finesse, de stratégie pour pouvoir défendre vos intérêts à vous, vous tombez dans l'hystérie. Malheureusement, beaucoup sont tombés dans l'hystérie, dans la frustration, dans la colère, dans la nervosité, dans la délation sur les réseaux sociaux parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas d'alternative justifiée. Mais ils pensent qu'ils n'ont pas d'alternative. Pourtant, aujourd'hui, nous devons réfléchir le Cameroun autrement. On sait qui nous avons en face. Parce que nous savons qui nous avons en face, il faut savoir trouver des voies et moyens pour atteindre les résultats que nous souhaitons atteindre. La diaspora, dans sa diversité, doit tout faire déjà pour se compacter dans leurs attentes et leurs desiderata. Elle est trop éparse. Elle est éparse et une fois de plus tribalisée. Parce que vous avez la diaspora Ekan, la diaspora Bassa, la diaspora du Nord, et ainsi de suite. Ce n'est pas ça qui est... Ce n'est pas un problème fondamentalement. Mais il faudrait que ce soit des blocs qui se mettent ensemble, constituent un grand bloc pour pouvoir être des interlocuteurs. Nous avons un ministère des Relations extérieures. Nous avons des représentations diplomatiques. Donc il y a des interfaces, des ambassadeurs avec qui ils peuvent échanger, négocier, trouver des voies et moyens pour s'en sortir. Aujourd'hui, quand on a connaissance de qui dirige le Cameroun avec son équipe et sa chaîne, il y a des sujets qu'on met d'abord de côté. On prend des sujets qui peuvent passer. Docteur, vous n'avez bien fait d'évoquer le volet économique et vous l'avez évoqué aussi. On aime bien la diaspora, mais on ne veut pas son regard critique. C'est pour ça que je dis donc qu'il faut commencer par ce qui marche, ce qui peut arranger tout le monde. Mon argent que j'envoie là, vous empruntez au FMI à un taux. Si je me mets à envoyer mon argent et on le fait de manière concertée, qu'est-ce que nous gagnons en retour? Voilà ce que la diaspora peut négocier aisément dans ce pays et ça va marcher. Mais le problème c'est que la diaspora... Vous demandez à un Camerounais de négocier quelque chose dans son pays. Est-ce que ce n'est pas un double discours, Jean-Moïse Mboko, que vous tenez? Quel est le problème, Stéphane? Lorsque le Camerounais va négocier... On fait comment? C'est gratuit? Pardon? Les emplois obligataires. Les emplois obligataires, c'est pas gratuit. Oui. C'est l'argent qu'on emprunte de l'intérieur. L'intérieur, oui. C'est ça donné. Oui. Mais vous voyez, on a un problème en Afrique. Moi, ça m'embête un peu. Vous avez un avocat dans la famille. Va gérer ce dossier, vous ne donnez pas d'argent. Oui. Mais quand on prend un avocat à l'extérieur, on se mobilise et vous frustrez votre frère à l'intérieur. Oui. C'est des choses qu'il faut qu'on change. Quand on parle business, parlons foncièrement business. On peut parler vers le FMI, demander qu'il nous trouve de l'argent à un taux. Et puis maintenant, on a la diaspora qui peut nous trouver cet argent. On dit, oh non, c'est la famille, il faut envoyer comme ça, ce n'est pas juste. Parce que moi, j'ouvre des pistes qui permettent d'établir un dialogue. Parce qu'il y a une crise de confiance entre la diaspora et les dirigeants locaux.
La double nationalité, là, s'il commet une gaffe, on le saisit comment? On le contrôle comment? S'il a recours à son autre pays, on le prend comment? C'est des problèmes qu'il faut contenir. Mais pour arriver à ça, il faut qu'on embrasse des problèmes sérieux. La question économique, la question même des regroupements familiaux, parce que beaucoup de gens souffrent de cela, de la diaspora. Quelqu'un arrive au Canada, il est bien installé, il est médecin, il faut que sa famille vienne. Il se retrouve à se battre tout seul. Les pouvoirs publics le laissent donc entre les mains des gens que nous connaissons, qui font un business. Ça, c'est des éléments qu'on peut traiter. Le troisième élément, c'est préparer le retour de la diaspora en termes de logement, d'investissement, dont la prise de part dans les entreprises nationales. Quand vous montrez aux gens que vous les considérez de manière concrète, de manière réelle, quand vous leur demandez d'attendre pour tel autre sujet, ils ont quand même du recul et se disent, bon, on n'est pas dans un dialogue de sourds. Parce qu'on a mis 5 dossiers sur la table, 3 ont été pris en compte. Je veux simplement dire à la diaspora aujourd'hui, changez de fusil d'épaule. Ne tenez pas à entretenir un échange sur un volet que vous savez que ça ne marchera pas. Ça va bientôt faire 10 ans qu'on tourne sur l'affaire de nationalité là. Laissez d'abord ça de côté. Merci. Alors, ce qui peut marcher, construisez ce qui peut marcher. Et disons à la diaspora camerounaise, ne suivez pas les fauteurs de troubles, les agités, les gens qui veulent le déranger. Vous pouvez vous constituer, être une force et venir apporter un plus comme vous voyez ailleurs. Ça peut facilement se faire ici. Bonsoir une fois de plus à vous. La diaspora camerounaise n'est pas réellement oubliée, mais elle reste largement sous-valorisée. Si elle était pleinement mobilisée, elle pourrait devenir un moteur d'investissement, un réservoir d'expertise et un outil d'influence internationale pour le Cameroun. Pour que la diaspora camerounaise devienne donc un véritable trésor, il faut passer d'une logique de diaspora qui envoie de l'argent aux familles à une logique de diaspora partenaire du développement national. Autrement dit, la diaspora ne doit plus seulement être une source de transfert financier, mais un acteur stratégique du développement du Cameroun. Merci à vous, Monsieur Assiga, pour la contribution. Bonsoir, vous aimez juste regarder les conséquences, mais jamais les causes. Si la diaspora est tribalisée aujourd'hui, la faute à qui? Pourquoi avant elle n'était pas tribalisée? Bon, je ne sais pas où est-ce que le téléspectateur désire nous amener. Moi, je pose une question. En termes de considération institutionnelle, nous avons des pays, on ne va pas dire le Mali ou le Sénégal, qui ont positionné le curseur sur un ministère dédié, consacré à la diaspora. Au Cameroun, on murmure une direction ou une sous-direction. Rien qu'à ce niveau, en termes de considération, est-ce qu'on peut penser à ce que le Cameroun peut faire mieux pour ses compatriotes de l'extérieur? Alors, j'espère qu'on veut se dire la vérité sur ce plateau. Voilà. Et c'est l'intention que moi j'ai, que l'on se dise les vérités sur ce plateau. On a parlé de la diaspora camerounaise, mais comme une diaspora éclatée. Mais le fait, c'est que ces jours-ci, ou bien ces dernières années, cette diaspora a fortement influencé le jeu politique au Cameroun. Je dis très fortement, par son positionnement. Influencé négativement ou positivement? Bon, c'est à vous d'en juger. C'est à vous d'en juger. Bon, allez-y, Leonid. Par son positionnement, par son entre-gens médiatique, et puis fortement les financements qui sont venus bon, moi je dis une diaspora entre guillemets. Je la mets entre guillemets. Parce que la diaspora camerounaise, il faut encore la sérier, la différencier à certains endroits. Et voilà pourquoi je souhaite qu'on se dise certaines vérités sur ce plateau. Dites-nous votre vérité. Le problème de la diaspora camerounaise part du Cameroun. Ça, il faut se le dire. Et la diaspora la plus démonstrative vient, je veux dire, de quelque part au Cameroun. Et on connaît ces problèmes au Cameroun. On connaît ces problèmes au Cameroun. Bon, schématiquement, hein, je vais les regrouper. Vous avez que le Cameroun, ça c'est une bêtise aussi, hein, la gouvernance peut faire mieux que ça. C'est constitué autour de 2 grandes métropoles, Douala et Yaoundé, oui. Ou si vous préférez la région du littoral et du centre, qui sont un véritable attrait pour la plupart des populations du Cameroun. Mais mieux, parce que je passe très rapidement, lorsque dans le centre,
hormis bien sûr la zone de la Léquier où vous avez à peu près 130 habitants au kilomètre carré. Ailleurs là, vous êtes dans des situations où vous êtes à 7. Vous voulez nous amener où? Parce que là, on vous perd un peu. Oui, mais... On parle de la Léquier, on parle du littoral. Bref, vous voulez nous amener où? Vous voulez nous dire quoi concrètement concernant cette diaspora camerounaise? Oui, j'étais en train de faire une démonstration pour vous dire que certaines régions de ce Cameroun-ci sont fortement peuplées. Et de ce point de vue-là, elles ont besoin de reverser ces dividendes démographiques quelque part. Et dans ces régions, on n'a pas vu mieux que la politique pour exprimer ça. Et comme au Cameroun, on n'a pas la latitude de soulever certaines questions, et il faut vous dire que beaucoup vont aussi à l'étranger, à l'extérieur, par frustration. Parce qu'ils n'ont pas pu trouver leur place ici. Ils vont à l'extérieur par frustration, et ils entrent dans la politique avec ces frustrations-là. Justement parce que de l'intérieur ici, ils sont incapables de faire évoluer les choses. Mais je disais, j'allais schématiquement pour vous faire comprendre que ces peuples-là, sur le plan économique, se sont accomplis. Ils se sont accomplis. Et quand, sur le plan économique, on s'est accompli, mais on a envie de prendre le pouvoir. Et c'est ce qui se passe au Cameroun avec certaines populations que vous pouvez exactement identifier. Donc, ça nous amène à la différenciation. Est-ce qu'il est interdit de prendre le pouvoir? Non, il n'est pas interdit de prendre le pouvoir. Mais il faut prendre le pouvoir avec la manière. Il faut avoir de la manière, des méthodes bien senties quand vous prenez le pouvoir. Il faut aussi montrer à vos compatriotes, à vos vis-à-vis, que vous n'êtes plus une menace pour eux. Si vous venez là avec un instinct grégaire, vous dites que bon, quand nous on va arriver au pouvoir, on va unifier les terres. Les gens se plaignent dans la région du Mungo que bon, ils ont été envahis, il y a ceci. Il faut aussi tenir compte de ça. C'est des Camerounais qui s'expriment. Vous pouvez avoir raison du fait du nombre, mais si des gens arrivent à vous dire quelque part que mais, vous avez empiété sur nos terres, écoutez-les. Écoutez-les. Parce que vous n'êtes pas plus Camerounais que. Donc, c'est ce que j'ai envie de dire, qu'à un moment, dans l'approche de la question de la diaspora au Cameroun, il faut se dire la vérité. Que la diaspora qui fait du bruit, qui finance fortement l'opposition, et qui vous finance une certaine opposition. Pourquoi? Et qui veut. Vous savez, l'histoire ne ment pas, je chute par là. L'espace vital dans la vie des peuples, c'est essentiellement conquis par des faits de guerre. Et c'est pour cela que vous entendez cette diaspora dire qu'il faut une guerre au Cameroun. Merci, Elie Nfoum. Alors, là, on est justement dans le vrai, dans le hard, lorsque l'on évoque la diaspora camerounaise, mais on va aussi faire attention désormais au temps. Il nous reste à peine 7 minutes. On sera concis et précis lors des prochaines prises de parole. Jean Dieuvena, la diaspora camerounaise, un trésor oublié, c'est la réflexion qui irrigue nos pensées ce soir. Comment est-ce qu'on fait donc pour amener ceux-là qui peut-être auraient perdu ces liens affectifs avec la mère patrie? Comment est-ce qu'on les ramène sur la table de discussion pour pouvoir construire le Cameroun émergent, prospère que nous souhaitons tous? Monsieur Mbarga, dans mes différentes recherches, j'ai quand même été surpris que le gouvernement actuel, justement le MINRES, a créé en mars 2025 ce qu'ils ont appelé la stratégie nationale de mobilisation de la diaspora, lancée en mars 2025 avec des objectifs clairs. Donc il faut aussi le souligner ici que quand quelque chose est bien d'une certaine manière, ça veut dire qu'ils y pensent, ils comprennent le poids démographique, le poids économique et le poids stratégique que cela avec pour objectif la création. Alors, on n'est pas là pour faire justement la communication du MIREX. Je ne fais pas la communication. Vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on fait. Justement, ils ont il y a l'OIM qui est un organisme international pour les migrations. Il y a d'autres organismes qui se sont joints pour la création de cette stratégie nationale de la mobilisation de la diaspora, ce qui est louable pour nous qui sommes ici et qui pouvons dire, en tenant compte
de tout ce que Il veut répondre à sa question. de tout ce qui a été dit sur la table, c'est-à-dire en l'occurrence ce que le docteur Mbok disait et le président de panafricanisme, le maître Jean-Guy Zogo. Nous tenons compte de tout cela, mais ce qui est déjà lancé doit être apprécié. C'est ça le rôle de la société civile. C'est-à-dire, quand c'est mal fait, nous disons que c'est mal fait. Quand c'est quand même bien fait, c'est-à-dire qu'il y a un début à quelque chose, si le Minirex a pensé à créer, avec des organismes de migration, cette stratégie de mobilisation de la diaspora, ça veut dire qu'il y a des objectifs sur la question de la double identité, certainement, sur la question d'investissement, non plus pour les ménages, mais maintenant pour des projets structurants, et nous espérons que ça ne va pas accoucher, cette montagne ne va pas accoucher d'une souris. Merci, bonsoir. Le Cameroun a un seul problème, l'excès de corruption. La diaspora a d'énormes difficultés pour pouvoir faire des affaires. Nous tenons à préciser que cette contribution nous vient de Caen. Caen, c'est une ville française, et c'est monsieur, on va dire Bonaventure, puisqu'il n'a pas donné son nom. Voilà la question que pose le modérateur, négativement ou positivement. Mais ces derniers temps, la diaspora ne veut plus le système en place et le fait savoir. Et lorsqu'il se comporte comme ça, on la classe comme une diaspora négative. On considère la diaspora positive, celle qui est avec le système en place. Reconnaissons que c'est le système en place qui amène une certaine diaspora à se comporter comme les voyous que nous observons là. Merci pour la contribution. Elle n'est malheureusement pas signée. En 1 minute 30, Maître Jean-Guy Zogo, comment est-ce qu'on ramène les enfants, tous les fils du Cameroun, comment est-ce que l'UPA les ramène sur la table de discussion? L'UPA a un projet de société dans lequel il est effectivement prévu des mécanismes de prise en compte du poids des compatriotes de l'étranger. Mais le problème, c'est que quand tout à l'heure le docteur Evuna nous évoque quelque chose qui a été créé en 2025, de 1982 à 2025 quand même, ça fait beaucoup. Ça donne une impression de gouvernance horoscopique. Parce qu'à la réalité, je vous ai dit que la géopolitique, c'est la politique de la géographie, et il y a la géographie humaine. Et tout à l'heure, lorsque le président Foun parlait des causes internes, de ce que nous voyons à l'extérieur, parce qu'on exporte juste les rivalités que nous avons ici, c'est que ceux qui nous gouvernent n'ont pas compris que l'être humain est un élément d'expression de la puissance civilisationnelle. Et je vous ai dit que les autres se sont construits avec ça. Parce que si vous n'arrivez pas à gérer les compatriotes, déjà qu'on prend un exemple simple, au Cameroun, on ne sait pas combien nous sommes. Votre minute 31. Donc c'est pour dire quoi? Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce que vous appelez la diaspora, c'est-à-dire les compatriotes de l'étranger, sont partie intégrante de notre pays et vivent simplement à l'extérieur. Il revient au pouvoir en place de mettre effectivement en œuvre des politiques publiques de capitalisation de ce que ces gens peuvent apporter à notre pays, au lieu de toujours les voir comme une menace, parce qu'ils apportent une autre manière de voir les choses. Merci. Jean-Moïse Mbok, en 1 minute, avant que Denis Foum ne puisse conclure. En 1 minute, s'il vous plaît. Premièrement, il faut une réconciliation nationale. Les Camerounais doivent se réconcilier entre eux. Deuxièmement, il faut des États, parce que les États vont entraîner un climat de confiance, un climat de sérénité, et la transparence pourra revenir. Troisièmement, il faut un dialogue social, parce que les choses sont faites sans consulter quiconque. Et la preuve, c'est qu'on a un document de 2025 dont on n'avait même pas parfaitement connaissance. Et je suis sûr que ceux de la diaspora qui nous suivent n'ont pas été conscients de cela. Et là, ça amène donc la faiblesse de la communication gouvernementale quant aux actions qui sont posées. Ça doit être corrigé. Il faut également que la vision... La minute est achevée. S'il vous plaît. Elle est achevée, Jean-Moïse. Il faut que la vision nationale soit expliquée, qu'elle soit connue. Il faudra qu'il y ait une préférence technique. Quand on a besoin d'un expert à l'étranger, on choisit d'abord les Camerounais. Il faut qu'il y ait des ouvertures pour que les financements et l'argent de la diaspora puissent investir et les intérêts revenir à leur famille. C'est des mécanismes qu'on peut créer. On va en reparler. Moi, je pense qu'il faut un État qui soit arbitre entre les Camerounais. Parce que l'enrichissement de certaines strates sociales, même pas, mais je veux dire, quand vous voyez la sociogenèse de l'enrichissement chez nous, fait que ceux qui ont l'argent la créent de fortes disparités et s'organisent dans la société pour influencer un certain nombre de choses. Ça, c'est d'un. Donc, quand justement on a beaucoup d'argent, on est orgueilleux, on va assimiler les autres, on veut les dominer.
Première chose. Et ça, c'est l'État qui doit résoudre ce problème. Il n'est pas question que... parce qu'on voit que les emplois publics, hein, mais prenons un peu le secteur du commerce. Les gens le phagocytent totalement. Ils se font de l'argent qui se passe sous le manteau et ils font ce qu'ils veulent. L'État, là, il regarde, il ne fait rien. C'est ça qui crée des problèmes. Première chose. Non, non, je chute. Hein. Rapidement, en 30 secondes, le temps est achevé. Deuxième chose, justement, quand on a de l'argent, on est orgueilleux. Mais pour que nous construisions le Cameroun ensemble, il faut être très modeste. Merci. Bien, très modeste. Merci, Lenin Foum. On n'a pas la prétention d'avoir tout dit concernant justement cette problématique inhérente à la diaspora camerounaise. On pourra revenir sur justement toutes ces disparités qui ont pu être observées ici et là sur le positionnement politique et même idéologique quant à la vision du Cameroun par cette diaspora-là. On le met justement, on met cette réflexion en stand-by et on va vous dire merci d'avoir regardé cette édition de Ouro Africa. Le rendez-vous lundi prochain, ce sera 21h à Yaoundé, Cameroun. Plus d'édification et de veille de conscience panafricaine. Bien le bonsoir. Ici